pour avoir un complément de retraite le moment venu, c'est l'immobilier, c'est l'investissement locatif. La pierre conserve de la valeur, ça peut grimper, ça peut descendre, mais au bout du terme, on est souvent gagnant avec de l'immobilier. Il faut croire en la pierre et il faut l'avoir dans son portefeuille pour avoir quelque chose de diversifié. Ça sort de la bouche d'un notaire, donc pas moi qui l'ai dit, mais je le pense aussi. Cher investisseur, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maître Grimont. Bonjour à tous. Alors on est aujourd'hui ici au 119e congrès des notaires de France. Donc j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui deux notaires, Maître Grimont pour démarrer. Maître Grimont, on va démarrer avec une question qui brûle les lèvres des investisseurs. Quelle est la situation de l'immobilier aujourd'hui en France? Comment on peut la décrire? Eh bien la situation est compliquée. Je pense que nous pouvons parler de crise et c'est le terme utilisé quasiment quotidiennement en ce moment par la presse. En France, situation compliquée que ce soit sur le domaine du neuf, la promotion immobilière qui est quasiment à l'arrêt, je dirais en France entière. Les programmes ne se vendent plus et les promoteurs sont dans une situation assez difficile, assez délicate. Et puis dans l'ancien, crise également, le nombre de mutations depuis une année maintenant décroît lentement mais sûrement, je dirais. Baisse des ventes, la baisse des prix commence à apparaître également depuis quelques mois, c'est plus récent. Et on constate que les prix commencent à diminuer. Alors cette crise, on l'attribue essentiellement à la hausse des taux d'intérêt, notamment depuis quelques mois, depuis le début de l'année, qui s'accélère et qui malheureusement coupe de l'immobilier tout un pan de la population française, je dirais les plus jeunes et les primo-accédants. Plus traditionnellement, que nous ne voyons plus dans nos études, ils n'ont plus accès au crédit, ils ne peuvent plus acquérir. Donc ceux que nous voyons encore, les clients que nous voyons encore régulièrement, ce sont ceux qui ont déjà pu vendre un bien ou qui disposent déjà d'un apport personnel assez conséquent et qui peuvent acheter sans trop de difficultés aujourd'hui. Dans votre étude, vous concrètement, vous l'avez senti, le baisse du niveau des transactions? Alors moi je l'ai senti très concrètement, je suis dans une étude urbaine, dans une ville du nord de la France, dans une étude qui fait tout d'abord beaucoup de promotion immobilière. Et nous ne faisons quasiment plus de promotion immobilière à l'étude depuis plusieurs mois, c'est vraiment à l'arrêt. On ne reçoit plus d'actes, plus de ventes. Et c'est le constat que d'autres confrères dans cette commune font pour ceux qui font de la promotion. Et puis pour l'ancien, oui, alors c'est pas à l'arrêt, mais on a beaucoup moins de dossiers qui rentrent, beaucoup plus de refus de prêt, ou tout simplement des clients qui anticipent. C'est un phénomène nouveau, leur démarche auprès de leur banque avant de signer un compromis ou une promesse de vente, et à qui la banque dit non, on est désolé, mais on ne vous suivra pas, le taux d'endettement est trop important, et des clients qui laissent tomber leur projet immobilier faute de prêt. Ok, on parlera des bonnes nouvelles un petit peu plus tard et je suis là sur cette chaîne pour en parler. Oui, il faut aussi des bonnes nouvelles. Il n'y a pas que des mauvaises aussi, même si la situation est un peu compliquée. Aujourd'hui, on est au 119e congrès des notaires de France. À quoi sert ce congrès exactement? Pourquoi est-ce qu'il a été mis en place et quel est son but aujourd'hui? Alors le congrès, le 119e, donc ça veut dire qu'il existe depuis plus d'un siècle, depuis plus de 100 ans. À l'origine, le congrès des notaires, c'était une réunion de notaires comme aujourd'hui, mais qui travaillait sur des travaux sur l'entreprise notariale, la façon de travailler. Ce qu'on pourrait qualifier de corporate en utilisant un mot anglo-saxon. Et puis avec le temps, les travaux des notaires à l'occasion de leur congrès ont changé pour aborder des travaux qu'on qualifie de scientifiques, pour travailler sur le droit, un thème particulier juridique, un thème d'utilité publique, d'intérêt général. Le logement, je pense, peut être considéré actuellement comme quelque chose d'utilité publique. Et le congrès, c'est une équipe, c'est un président qui constitue une équipe scientifique autour de lui, exclusivement des notaires, qui généralement représentent toute la France, viennent de toute la France, de tout type d'études, et qui travaillent ensemble sur ce thème juridique. Ils font un état des lieux de la situation actuelle, ils font une critique de la situation actuelle, et le Congrès, c'est aussi essentiellement faire des propositions qui, si elles sont adoptées lors du Congrès, seront portées par le Conseil supérieur du notariat auprès des pouvoirs publics pour devenir un texte législatif ou un texte réglementaire. Et depuis à peu près les années 50, le début des années 50, il y a de mémoire 128 propositions qui ont abouti à des réformes ou à des nouveaux textes de loi. Donc le notariat, par le Congrès, c'est une très grande force de proposition auprès des gouvernements. D'accord, donc en fait ce qui se passe, c'est que concrètement, ce que vous vivez sur le terrain quotidiennement dans l'année, vous arrivez à détecter... Ça remonte. Ce que nous détectons dans nos études, notre pratique, remonte au travers du Congrès, se traduit par des propositions
qui, si elles sont adoptées, peuvent devenir une amélioration législative, une modification législative. D'accord, donc concrètement, qu'est-ce qui changerait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporte pour les investisseurs? Un investisseur qui regarde aujourd'hui, qui voit son notaire de temps en temps, et j'espère plusieurs fois dans l'année, pour faire plein d'achats immobiliers, il pourrait éventuellement lui faire des retours, lui faire des propositions qui lui-même pourrait remonter? Le notaire reçoit plusieurs dizaines de millions de clients par an dans son étude, et ce sont à l'occasion de ces nombreux rendez-vous, de ces millions de rendez-vous, que nous avons ces remontées de terrain. C'est un test grandeur nature. C'est un test grandeur nature, c'est quotidien. En réalité, on sonde nos clients. Et puis les clients parfois n'ont pas besoin qu'on les sonde, ils s'ouvrent assez facilement à leur notaire, un peu le médecin des temps modernes ou le curé de l'ancien temps, on lui dit ce qu'on pense et les gens généralement ne mâchent pas leurs mots quand il y a une disposition fiscale, quand il y a une disposition réglementaire qui ne leur plaît pas. En général, ils aiment bien dire à leur notaire que ça serait bien qu'ils fassent quelque chose. Ouais, je le comprends. On n'a pas tous les pouvoirs, mais on peut faire passer des messages. Ok, alors on a démarré avec des mauvaises nouvelles, bien qu'il y a toujours des opportunités dans des mauvaises nouvelles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le climat est adéquat pour faire un investissement immobilier? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Alors c'est une question qu'on me pose quasiment quotidiennement. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Alors, on est peut-être encore dans une phase intermédiaire, je dirais. On a des taux d'intérêt qui augmentent, donc l'acheteur qui veut investir dira « moi il faut que je me décide rapidement pour éviter d'avoir un taux encore plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui ». Donc il y a quand même une idée de rapidité ou de réactivité pour faire un achat ou un investissement immobilier aujourd'hui. À côté de ça, on commence à pressentir depuis plusieurs mois, je le disais tout à l'heure, que les prix commencent à s'éroder, que les prix commencent à diminuer et on pressent que cette diminution des prix, cette baisse des prix devrait prendre quand même davantage d'ampleur. On pense que les taux d'intérêt ne vont pas cesser d'augmenter dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc on s'attend à ce que des vendeurs soient contraints de vendre pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, et que la baisse des prix s'accélère. Donc l'acheteur aujourd'hui qui veut investir, il est pris un peu entre deux feux. D'un côté, aller vite parce que les taux continuent à augmenter, et de l'autre côté, s'il attend quand même un peu, il aura peut-être de meilleures conditions financières en négociant que celles qu'il aurait aujourd'hui. Donc c'est un jeu d'équilibriste assez délicat. Est-ce que son pouvoir d'achat sera largement amélioré par la descente des prix ou tout à par fait. la montée des taux? Tout à fait. On va dire que ça se décide. Parce que les prix vont plus descendre que la montée des taux encore. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça en réalité. C'est ce que je disais, c'est un jeu d'équilibriste, de savoir jusqu'où on peut aller avec un taux d'emprunt d'un certain niveau pour que sa potentialité de remboursement puisse encore passer auprès de la banque, tout en obtenant les meilleures conditions financières vis-à-vis d'un vendeur qui sera prêt à faire un geste en acceptant une négociation du prix de vente. Parce qu'aujourd'hui, les prix diminuent, je dirais encore relativement timidement, mais pas très fortement. Pour toutes les opportunités, j'en parle aussi dans toutes mes autres vidéos de la chaîne. Qu'est-ce que vous pensez globalement de l'investissement immobilier sur le long terme? Est-ce que c'est un bon investissement selon vous, pour la plupart des gens? Est-ce que vous investissez dans l'immobilier? Alors moi, j'investis dans l'immobilier, oui, parce que je dirais traditionnellement, les Français investissent dans l'immobilier. Les Français aiment être propriétaires de leur logement et les Français préparent leur retraite. C'est un sujet qui les inquiète et dont ils parlent quotidiennement à leur notaire. Et c'est vrai que l'un des facteurs pour avoir un complément de retraite le moment venu, c'est l'immobilier, c'est l'investissement locatif. Donc les Français sont attachés à la pierre, je dirais viscéralement attachés à la pierre. Donc la pierre reste un investissement sur le long terme, vous le dites très justement, c'est beaucoup moins volatile que l'investissement financier, mais à condition de rester propriétaire pendant très longtemps. La pierre conserve de la valeur, ça peut grimper, ça peut descendre, mais au bout du terme, on est souvent gagnant avec de l'immobilier. Puis c'est quelque chose aussi que les Français aiment bien transmettre à leurs enfants. Il y a toujours une idée de transmission avec la pierre. Il y a cet attachement particulier qui fait qu'il faut croire en la pierre et il faut l'avoir dans son portefeuille pour avoir quelque chose de diversifié. Ça sort de la bouche d'un notaire, donc pas moi qui l'ai dit, mais je le pense aussi. Maître Grimont, merci beaucoup pour vos réponses. Eh bien, merci C'était à un vous. plaisir de vous avoir sur la chaîne. C'était partagé. Et on se retrouve avec une deuxième interview à l'instant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors j'ai le plaisir maintenant de te retrouver dans cette deuxième partie d'interview, ce coup-ci avec Maître Morin. Bonjour Maître Morin. Bonjour Christopher. Alors Maître Morin, vous êtes membre du Congrès des notaires et chaque année, le Congrès se réunit afin de pouvoir faire des propositions de loi. Donc vous travaillez toute l'année sur ces propositions de loi. Quelles sont les propositions phares de cette année et le sujet principal? Alors le sujet cette année est d'une grande actualité puisqu'il s'agit du logement.
Et nous avons fait toute une série de propositions autour de 3 thèmes. Le premier thème, donc, c'est développer l'offre de logement. Le second thème, favoriser l'accès au logement. Et enfin, pérenniser le logement. Dans le premier thème, si on peut citer 2 propositions phares, c'est tout d'abord insister sur la phase de concertation dans le cadre des permis de construire, de façon à limiter le délai d'obtention d'un permis de construire définitif, en limitant d'une part les recours, en invitant les associations à participer à la phase préalable de concertation. Celles qui refuseront de participer ensuite seront privées du droit de faire un recours. Et du fait qu'il y a eu cette longue concertation, on pourra réduire également le délai d'instruction des permis et aussi éviter des recours et donc éviter le délai entre l'obtention du permis et son caractère définitif qui permet alors de lancer la construction. Donc sur ce point, le constat c'était trop de recours ou des recours où il n'y avait pas de justification et délai trop long de permis, c'était ça les premiers constats? Exactement, les délais d'instruction sont trop longs parce qu'il n'y a pas assez de concertation en amont avec les services et avec les associations et ensuite une fois les permis obtenus, il y a effectivement beaucoup de recours, dont des recours abusifs. D'accord, donc le but c'est de pouvoir fluidifier l'obtention des permis. Exactement, que ce soit plus rapide et donc que les projets sortent plus rapidement. Ok, moi je dis oui, hein. ça me va très bien. Ok, parfait. Les propositions suivantes. Deuxième proposition phare de cette première commission, c'est de rendre les bâtiments réversibles, c'est-à-dire demander initialement un permis pour une fonction, une destination, par exemple professionnelle. Et puis, si on s'aperçoit que cette activité professionnelle ne nécessite plus de bâtiment, par exemple, ne pas laisser un bâtiment à l'abandon et pouvoir le transformer sans avoir besoin d'obtenir un nouveau permis, par exemple en habitation, en logement. Donc ça, le constat, quel était-il? Beaucoup trop de bureaux d'affaires que plus personne n'utilise suite au télétravail, pouvoir les remanier très rapidement. Ok. Ça, vous pensez que c'est une proposition de loi qui a des chances de passer? Je suis assez optimiste, oui. Ok. Surtout vu la crise actuelle. D'accord. Concrètement, pour un investisseur, je sais que j'ai parlé récemment dans une vidéo YouTube que j'ai faite sur l'actualité immobilière, de cette actualité-là de l'immobilier d'affaires qui était vide pour certains. On parle à la Défense de tours entières qui sont vides, alors qu'on manque cruellement de logements et de plus en plus. On a beaucoup d'investisseurs qui veulent se porter là-dessus, qui veulent changer de destination. Concrètement, pour eux, comment ça va se passer? Délai plus court pour les changements de destination ou pour des permis, délai plus court, peut-être même plus besoin de délai, automatiquement un bureau d'affaires sera automatiquement transférable en habitation. Comment concrètement ça se passera pour lui? Alors pour l'instant, le permis réversibilité ne pourra fonctionner que pour des nouveaux bâtiments de fait. Les bâtiments existants aujourd'hui sont obligés de demander un permis pour changement de destination. D'accord, donc ça serait pour les futurs et pas pour les passés. Et pour les passés, il faudrait que les municipalités acceptent d'accélérer la mutation des bureaux en habitation. Et vous travaillez en ce sens? Exactement. Ok, vive les notaires. Parfait. Et enfin, vous avez d'autres propositions sur le troisième thème? Alors, troisième thème, pérenniser le logement. On a déjà une première proposition qui est de dire qu'aujourd'hui, on a des degrés de protection du logement qui ne sont pas les mêmes si on est entrepreneur individuel et dirigeant. Donc il y a une proposition qui vise à aligner le degré de protection et qui ne dépende plus du mode d'exercice de l'activité, que dirigeants, entrepreneurs individuels aient tous le même niveau de protection du logement. Là, je détaille un petit peu pour celles et ceux qui ne comprennent pas. Vous parlez de la distinction entre patrimoine pro et patrimoine personnel. Alors, pas exactement. Effectivement, on a la loi Griset de 2022 qui a fait révolution en la matière, puisque un entrepreneur individuel aujourd'hui, dès l'instant qu'il s'installe, donc sans aucune formalité particulière, en tout cas aucune formalité juridique, automatiquement a une scission de son patrimoine, puisqu'il a d'un côté ses biens personnels qui ne peuvent être le gage que de ses créanciers personnels, et de l'autre ses créanciers professionnels qui disposent d'un patrimoine professionnel, c'est-à-dire qu'il contient tous les biens qui sont utiles à l'exercice de l'activité. D'accord. Le critère qui fait qu'un bien est professionnel ou pas, c'est le critère de l'utilité. Voilà. Mais alors vous me direz, le logement, il est dans le patrimoine personnel, il risque rien. Alors c'est pas tout à fait juste parce que cette scission des patrimoines, bien sûr, elle n'est pas immuable et notamment une banque qui va prêter à un entrepreneur individuel va lui demander très certainement, un peu comme elle demandera à un dirigeant de se porter caution de la société, elle va probablement demander à l'entrepreneur individuel une renonciation à la scission de ses patrimoines, c'est-à-dire de réunir à nouveau son patrimoine personnel et professionnel, mais attention, ça ne pourra servir que pour une dette précise et une banque précise. Voilà. D'accord. Donc là, dans ce cas-là bien précis, cette proposition... Alors dans ce cas-là, on pourrait se dire que le logement n'est plus protégé puisqu'il est dans le patrimoine personnel. Sauf qu'il y a un deuxième degré de protection du logement qui préexistait à la réforme de l'entreprise individuelle,
qui est l'insaisissabilité automatique de sa résidence principale. C'est-à-dire un entrepreneur individuel, même avant la loi Griset de 2022, sa résidence principale était de fait insaisissable. D'accord. Et là, s'il renonce à la scission des patrimoines, s'il réunit ses patrimoines et qu'il les offre en gage à un créancier pour une dette précise, son logement sera encore toujours protégé. Il faudrait qu'il fasse une deuxième renonciation, qui est la renonciation à l'insaisissabilité, pour que le logement devienne vulnérable. Et cette insaisissabilité n'existe pas aujourd'hui pour le dirigeant de société. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que le dirigeant de société, qui peut aussi se porter caution de sa société, voit son logement protégé et une insaisissabilité automatique de son logement également. D'accord, très bien. J'ai appris ce point, ça je l'ignorais, donc parfait, merci beaucoup. Alors je sais qu'il y a eu également d'autres propositions qui ont été faites, notamment une pour favoriser l'accès à la propriété en généralisant le droit de préemption pour le locataire. En quoi ça consiste exactement et qu'est-ce que ça changerait pour le locataire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le locataire n'a pas systématiquement un droit de préemption quand le propriétaire vend le logement qu'il occupe. Déjà, le locataire qui loue en meublé n'a pas le congé pour vendre dont bénéficie un locataire qui loue un logement nu. Donc le locataire qui loue un logement nu, quand on arrive en fin de bail et que le propriétaire veut vendre le bien libre, c'est-à-dire que celui qui achète un bien sans locataire à l'intérieur, il doit lui signifier 6 mois avant ce qu'on appelle un congé pour vendre. C'est-à-dire il lui dit, voilà, je vends le logement, vous avez le choix de l'acheter à tel prix. Si vous ne voulez pas l'acheter, à la fin du bail, il vous faut partir et comme ça, je le vends libre. Voilà. Ça, le locataire en meublé ne l'a pas. Ensuite, et ce congé pour vendre du locataire n'existe que si le logement doit être vendu nu. C'est-à-dire que si le propriétaire trouve un acquéreur qui veut acheter avec le locataire dans les lieux, mon locataire ne bénéficiera pas du droit de préemption. Tout à fait. D'accord. Il existe 2 autres droits de préemption. C'est-à-dire que j'ai un immeuble collectif, je décide de le diviser en lots, c'est-à-dire de le mettre en copropriété, et ensuite de vendre séparément mes lots de copropriété. Eh bien, la première vente après division, si j'ai un locataire dans les lieux, il a un droit de préemption. Voilà. Donc ça bénéficie aussi bien aux locataires nus que meublés. Mais c'est pas facile à mettre en œuvre. Ah là, pardon, je vous coupe, mais pour la division et l'établissement d'une copropriété, là, meublé ou nu, les deux en bénéficient. Ok, très bien. Troisième droit de préemption encore, j'ai un immeuble collectif. Cette fois, je ne veux pas le diviser avant de le vendre, je vends l'immeuble entier. Mon acquéreur qui achète l'immeuble entier, s'il y a des locataires, ça leur ouvre un droit de préemption, sauf si celui qui achète l'immeuble en entier prend l'engagement de proroger pour 6 ans tous les baux en cours. D'accord. Voilà. Et si du coup pour cet immeuble, donc le dernier cas, pour cet immeuble, on n'a pas de copropriété, donc un seul propriétaire le détient, on a 6 locataires à l'intérieur, donc 6 appartements, un droit de préemption différent pour les 6 locataires du coup. Donc c'est pas chaque locataire peut acheter l'immeuble entier, c'est chaque locataire peut acheter son propre lot. Donc à ce moment-là, s'il y a un seul des 6 locataires qui souhaite utiliser son droit de préemption, il faudra créer une copropriété dans tous les cas. Ça peut compliquer la vente, ça. Voilà. D'accord. Mais bon, s'il s'engage, l'acquéreur, à proroger les baux pendant 6 ans, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de droit de préemption du locataire. Okay. Donc nous, ce qu'on voudrait proposer, c'est que systématiquement, quand il y a vente d'un logement loué, le locataire bénéficie d'un droit de préemption. Pourquoi, à prix égal, il ne pourrait pas acheter par rapport à un investisseur s'il veut acheter son logement. Voilà. Que ce soit meublé ou nu, en fait, les conditions seront exactement les mêmes. Que ce soit ouvert à tout type de location. D'accord, excellent, parfait. Il y a une deuxième proposition que vous avez faite aussi, en ce qui concerne le viager familial. Oui. Également. Pouvez-vous m'en dire plus? C'est un sujet qui est très loin, à mon avis, je pense, de ma communauté. En quoi ça consiste? Et on verra comment ça peut leur être utile. Alors aujourd'hui, on a un double constat. C'est que d'une part, on a des seniors qui vivent de plus en plus longtemps, mais du coup avec des situations de dépendance de plus en plus fréquentes. Et ils n'ont pas les moyens de rester chez eux, alors qu'un sondage a été fait, plus de 80% des Français souhaitent vieillir chez eux. Une solution, ils sont propriétaires de leur logement, mais n'ont pas de revenus suffisants pour assumer leur dépendance. Une solution, ce serait de monétiser ce logement, de le rendre liquide, c'est-à-dire de le vendre finalement en viager. En échange, mon vendeur reçoit une somme qui lui permet par exemple de faire sa rénovation énergétique, et ensuite une rente viagère. Donc jusqu'à son décès, il est sûr de toucher une somme. Et il peut rester chez lui en gardant soit l'usufruit, soit un droit d'usage et d'habitation. Et s'il a un droit d'usage et d'habitation, le jour où il ne peut plus rester chez lui, eh bien sa rente va être majorée pour lui permettre de se reloger ailleurs, éventuellement en EHPAD. Okay.
Aujourd'hui, si on veut faire ce type d'opération en famille, et ce serait souhaitable, parce que parfois on a un enfant qui veut aider ses parents, mais le parent ne veut pas qu'il l'aide sans contrepartie, ce n'est pas juste parce qu'il y a des frères et sœurs. Aujourd'hui, le viager en famille ne se développe pas. Pourquoi ? Parce que si on veut faire un viager en famille, il est soumis à l'autorisation de la totalité des enfants. D'accord. Sinon, il va être automatiquement et sans possibilité de retour qualifié de donation pour celui qui aura acheté en viager. Quand bien même la vente... Il l'achète au prix. Il l'achète au prix, il paie bien les rentes, etc. Ce sera requalifié en donation, ce qui est tout à fait injuste. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut encourager ce viager familial parce que d'abord, le viager ne peut pas s'exercer partout. Quand vous êtes dans des campagnes reculées, ça ne va pas intéresser les investisseurs d'acheter en viager. Donc, il faut permettre cette vente en viager dans le cercle familial et la faciliter. Donc, notre idée, ce n'est pas de retourner complètement au droit commun en disant si vous faites une vente en viager en famille, plus besoin d'autorisation, ce ne sera pas requalifié en donation, ou alors c'est les autres héritiers qui devront prouver que c'est une donation pour faire annuler éventuellement la vente en viager. Non, on dit que celui qui achète en viager, s'il est en mesure de prouver la réalité du prix et son paiement, alors les autres ne pourront pas requalifier ça en donation. D'accord, très bien. Voilà. L'idée est que la solidarité familiale vienne en relais de la solidarité nationale, et que cette solidarité nationale qui s'essouffle puisse être réservée aux personnes qui sont démunies, qui n'ont pas de logement, pas de revenus. Voilà. Celui qui a son logement, il a un moyen de financer sa retraite et sa dépendance, donc il faut faciliter cette monétisation du logement. Et là, dans la proposition que vous souhaitez faire, il y aurait des démarches à faire pour les enfants ou surtout pour les frères et sœurs qui ne souhaiteraient pas acheter, par exemple. Et est-ce qu'ils auraient moyen de faire annuler cette vente, telle que vous voyez la proposition? Alors, pas de faire annuler la vente, mais en tout cas de la faire requalifier en donation. Il le pourrait si celui qui a acheté n'apporte pas la preuve de la réalité du prix et du paiement. C'est-à-dire on reste quand même sur le champ actuel, il y a toujours une présomption de donation, on présume que c'est une donation déguisée finalement. Mais celui qui a acheté peut prouver que non, ce n'est pas une donation déguisée, qu'il a réellement payé le prix. D'accord. À partir du moment où il a prouvé qu'il a réellement payé le prix, il n'y a même pas besoin de l'autorisation des frères et sœurs, c'est une vente. Non, non. Par contre, on souhaite maintenir le fait que si tous les frères et sœurs consentent à la vente en viager, ça leur ferme un recours possible ensuite. Un peu comme la concertation des permis. Parfait. Lorsque vous faites des propositions après un congrès comme celui-ci, combien de temps vous estimez avant que ces propositions soient votées, appliquées? Alors c'est très variable. Il y en a qui ne sont jamais reprises, parce que sur tous les congrès qu'on a fait, on a quand même près de 130 propositions qui sont devenues des textes législatifs ou réglementaires. D'accord. Donc après, ça dépend. Là, je pense que certaines des mesures qu'on va proposer, étant donné la crise que traverse le logement actuellement, devraient pouvoir être rapidement reprises par le gouvernement. Je pense au statut du bailleur privé. Ok. Et sur toutes les lois qui sont votées sur le logement ou sur d'autres sujets où les notaires peuvent entrer dans leur champ d'action, vous estimez que combien de lois proviennent, par exemple, des notaires sur toutes les lois qui sont votées liées au logement, par exemple? En tout cas, issues des congrès, près de 130. D'accord. Parfait. Maître Morin, merci beaucoup pour votre intervention. Cher investisseur, j'espère que cette vidéo t'a plu et changé d'habitude. J'ai eu le plaisir de te faire rencontrer 2 notaires à ce congrès des notaires et donc d'avoir des sujets qui sont très différents. Si ça t'a plu, dis-le moi en commentaire. Je t'invite aussi à partager cette vidéo à ta famille, à tes parents. Tiens, tu vois, pour le coup, ça peut être utile. En tout cas, dis-moi ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. Puis pourquoi pas l'année prochaine, peut-être que j'aurai le plaisir aussi d'être là et on aura peut-être d'autres sujets. Et on pourra peut-être, au travers de tes questions, qui sait influencer les futures propositions. Voilà. Je te souhaite une excellente journée, de très bons investissements et je te dis à très bientôt.